My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Je suis Honorine et je suis comme d'habitude avec ma Swiftie préférée Natacha. Comment ça va Natacha? Ça va bien et toi? Je suis contente qu'on soit là aujourd'hui. Oui, moi aussi je suis très contente. C'est un épisode aujourd'hui qu'on a envie de faire depuis très longtemps, même pratiquement depuis qu'on a créé le podcast. C'est un thème qu'on s'était noté dans un coin de notre tête. Sur du coup le thème de l'amour et la guerre. Depuis longtemps, on sait que Taylor Swift, elle associe les relations amoureuses un peu à une bataille, voire à une guerre dans certaines chansons. On va pas enfoncer la porte ouverte de dire que Taylor Swift écrit des chansons sur ses relations amoureuses, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir comment elle arrive à assimiler un sujet aussi beau et aussi poétique que l'amour avec un sujet aussi moche que la guerre, parce que c'est un sujet très dur. Et donc, voilà, on a eu envie d'analyser un peu tout ce champ lexical utilisé dans certaines chansons, certaines du coup qui ont même des liens entre elles. Et puis parce que c'est aussi certaines de ses plus belles chansons. Ouais, c'est vrai. En y réfléchissant, on s'est dit qu'il y avait plusieurs raisons qui peuvent la pousser à utiliser ce champ lexical. D'abord et principalement, je pense, pour amplifier l'émotion, pour donner un petit côté dramatique et avec de l'ampleur, de la force. Les mots liés à la guerre sont instantanément liés à une souffrance dans l'imaginaire collectif, donc de dire qu'on souffre en amour comme si c'était une guerre. Au tout début, moi, j'étais un peu presque partagée quand j'ai préparé l'épisode parce que j'avais un peu l'impression de me dire merde, c'est un peu mélodramatique, quoi. Mais en fait, je pense que ce qu'elle essaye de dire à travers ça, c'est de se dire que il y a des gros événements à l'échelle de l'humanité, genre la guerre. Il y a aussi des gros événements à l'échelle de l'individu, genre une rupture amoureuse. C'est juste pas la même échelle, mais c'est le même genre de gros événements à l'échelle de la vie de la personne. Et du coup, c'est pour ça qu'elle fait ces comparaisons-là. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends dans les chansons qu'on a pu regarder et dans les chansons qu'on va un petit peu balayer aujourd'hui. Dans ses premiers albums, au début de sa carrière, l'amour, c'était une émotion tellement forte, tellement compliquée, tellement intense, puisque ça répond aussi à cette période de sa vie. Elle était très jeune. Ça répond aussi au code de la musique country. Donc l'amour, c'était un champ de bataille avec des gagnants et des perdants. Avec la chanson Tell Me Why sur Fearless, à ne pas confondre avec Tell Me Why des Backstreet Boys, que vous connaissez tous, où elle évoque le fait d'être bulletproof, où elle parle de run for cover. On est clairement sur un champ de bataille, en plein milieu de la bataille. On a une autre chanson sur cet album aussi qui est Change, on l'a déjà évoqué, qui est clairement souvent oubliée et pourtant très très bien écrite dans son deuxième couplet. So we've been outnumbered, raided and now cornered. Donc encore une fois, elle est au milieu de la bataille, ils sont dénombrés, ils sont dans un coin et ils savent plus quoi faire. Et enfin, le plus évident, c'est sans doute le pont de The Story of Us, So Speak Now, où elle dit « This is looking like a contest, the battle's in your hands now, and I would lay my armor down ». Donc j'enlèverai mon armure pour toi. Alors bien évidemment, l'armure, c'est une très belle image pour dire qu'on va se montrer vulnérable pour la personne en face. Ouais, c'est toujours dans un contexte un peu d'engueulade, de dispute, souvent dans le contexte d'un moment un peu charnière d'une relation, quoi. Et j'ai aussi souvenir d'une chanson qui n'est jamais sortie, qui s'appelle Let's Go, entre parenthèses, Battle, qui date à peu près, je pense, de l'era Speak Now. En tout cas, c'est ce que la plupart des fans supposent aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de points communs entre cette chanson-là et The Story of Us, justement. Pour le coup, j'en ai entendu une démo, un peu à l'époque sombre de quand tu pouvais télécharger des choses cheloues sur Internet. Et sa voix était très très jeune, donc je serais pas surprise qu'elle l'ait enregistrée avant l'album Speak Now, mais en même temps, on sait que quand elle enregistre un album, les chansons, elles ont été écrites quand même un petit peu de temps avant. Donc, mais bon, bref, je dirais en gros entre 2008 et 2010 pour donner une fourchette un peu large. Et c'est une chanson qui raconte un peu l'histoire, tu sais, de revoir quelqu'un après une rupture. Tu croyais que la rupture avait été clean, avait été bien faite. Et en fait, tu revois la personne et tu fais un peu des sales coups, tu te bats un peu à la déloyale, t'appuies là où ça fait mal parce que tu sais comment blesser la personne. Et du coup, ça, c'est une chanson qui parle de ça. Et je pense qu'elle a pas été, enfin, en tout cas, c'est ma supposition, mais qu'elle a pas été mise sur l'album final parce que pour le coup, elle était très similaire à The Story of Us. Et du coup, c'est celle-là qui a été privilégiée, quoi. Toujours dans cette même ère, on a aussi une référence, alors c'est pas vraiment à la bataille, mais ça reste quand même une référence à la guerre, puisque dans la Vault track qui est sortie avec les Taylor's version, Timeless, on a eu une chanson où elle parle du contexte de la guerre, puisqu'elle dit que ce couple qui traverserait les époques, lui partirait à la guerre à ce moment-là. Mais je suis pas sûr que ça réponde vraiment à notre théorie de base, mais
pense qu'il fallait qu'on la mentionne quand même parce que c'est pour le coup une mention directe de la guerre. Oui, mais ça compte pas pour moi dans le sens où c'est pas l'analogie de l'amour et de la guerre, quoi. Tout à fait. Après, on passe à Red, où là, elle voit l'amour comme une espèce de jeu sans pitié. Elle le dit, Love is a ruthless game, dans State of Grace, qui est la chanson d'ouverture, donc ça donne un peu le ton de l'album, et du mood dans lequel elle se trouve à ce moment-là, où je pense qu'elle est encore dans une période de sa vie où l'amour, c'est pas facile. On a le chant lexical qui revient dans quelques chansons, dans State of Grace, dans Nothing New, et bien sûr dans All Too Well. C'est encore une fois, ça transparaît encore pas mal dans l'album. Et je pense aussi qu'il y a une partie où c'est une guerre un peu interne en elle-même, aussi à ce moment-là de sa carrière, du chemin qu'elle va prendre entre la country et la pop. C'est aussi pour ça que l'album est un peu, comment Un dire, peu comment? un peu incohérent, on peut le dire. En tout cas, il va dans tous les sens. Je sais pas comment le dire autrement. Oui, il part un peu dans tous les sens. Et je pense que ça reflète bien aussi comment elle se sentait à ce moment-là de sa carrière, de pas trop savoir où elle allait, quoi. Et ensuite, quand elle a bien décidé où elle a décidé qu'elle voulait aller, sur 1989, évidemment, on pense à Clean, qu'on a déjà abordé plusieurs fois. Hung my head as I lost the war. On a une note plus positive à ce sujet, plus tard dans l'album, où elle dit qu'elle comprend qu'en fait, l'amour, c'est une raison pour faire la guerre. On comprend pourquoi les gens perdent la tête et font la guerre. Et puis, en fait, il y a aussi une autre référence dans 1989, dans la super chanson qui s'appelle I Know Places, que j'adore. They take their shot, but we're bulletproof. Donc, ils essaient de nous tirer dessus, mais on est par balle. Évidemment, je prends la main pour parler de Reputation, le meilleur album. Où là, pour le coup, la thématique, elle est un peu sous-jacente avec tous les sujets de revanche, etc. Mais c'est jamais lié à une relation amoureuse. Là, pour le coup, elle est dans une période sur Reputation où l'amour n'est pas une guerre. L'amour est facile, l'amour est beau, l'amour est tout ce que tu veux. L'amour est nouveau. L'amour est nouveau. Et du coup, il est question de bataille, mais tu vois, sur des relations amicales, sur des batailles juridiques, des batailles avec les médias, etc. Mais pas de bataille amoureuse. Alors que déjà, sur l'album d'après, sur Lover, on va tout de suite repenser à The Archer, où elle dit I'm ready for combat, je suis prête à combattre. C'est pas forcément l'amour est une guerre dans cette chanson, c'est plus une bataille en elle-même. D'une certaine manière, le self-love, c'est aussi une forme d'amour et de se dire allez, qui va me choisir, qui va réussir à me donner ce dont j'ai envie. Ouais, et après on passe aux deux albums sœurs, Folklore, Evermore, où là il y a quand même beaucoup plus de références, donc des chansons sur lesquelles on est obligé de s'attarder un petit peu plus, parce qu'elles sont très marquées par la thématique. Alors évidemment, il y a la chanson Epiphany, mais qui pour moi rentre dans la même catégorie que Timeless, dans le sens où elle parle explicitement de la guerre, mais c'est pas la guerre dans le sens l'amour est une guerre, c'est la guerre dans le sens la guerre. Mais du coup, sur Folklore, je pense aussi à la chanson Peace, parce que du coup, c'est intéressant, parce que d'un côté, on se dit, le titre est plus que antinomique de la guerre, puisque c'est la paix, quoi. C'est le contraire de la guerre. Et en même temps, elle lui dit clairement, je pourrais jamais te donner la paix. Ça reste plutôt ambivalent. Et puis, elle dit quand même, dans cette chanson, elle fait une première référence à la guerre des tranchées, où elle dit « Sit with you in the trenches ». Et ça, on en reparlera plus tard sur The Great War, mais du coup, c'est intéressant qu'elle en parle déjà à ce moment-là. Et c'est très intéressant aussi qu'elle soit déjà capable de dire je serai jamais capable de te donner la paix. Est-ce que pour elle, la relation amoureuse, finalement, elle n'est pas liée intimement à la guerre, à ce combat amoureux? Ouais, comme si c'était voué à l'échec un peu. C'est triste. Ou alors, elle parlait peut-être juste d'une seule personne, mais à ce moment-là, quand elle l'écrivait, et du coup, elle était plutôt honnête vis-à-vis de ce qu'elle savait qui allait pouvoir se passer avec cette personne, finalement. Ouais, c'est hyper lucide. Et en effet, peut-être que c'était aussi parce que c'est dans le sens, je pourrais jamais te donner la paix que tu voudrais, mais ça veut pas dire qu'une autre personne voudrait la même chose. Et ça veut pas dire non plus qu'elle ne serait pas capable de le donner à quelqu'un d'autre. Ouais, Peut-être que la définition de la paix que lui attendait n'était pas atteignable pour elle. Ouais. Ensuite, on arrive sur Ivy, de mon album préféré, Evermore, on en a déjà parlé. C'est une track 10 et c'est une chanson sur l'infidélité. L'infidélité, c'est un thème qui est assez abordé dans la discographie de Taylor. Évidemment, on pense au triangle amoureux de Folklore, avec Auguste, Betty et James. On pense aussi à High Infidelity et aussi à Guilty as Sin. Donc, c'est pas la première fois qu'on parle de l'infidélité. Mais, comme Taylor adore nous raconter des histoires fictives avec des personnes en couple, on est sur cette histoire d'une femme mariée qui aurait rencontré quelqu'un et qui vit une histoire d'amour parallèle avec une autre personne. Plusieurs analyses possibles sur cette chanson. Je vais essayer de rester relativement en surface. Une des analyses dit que ça pourrait être à propos de Emily Dickinson, qui est une poète américaine du 19e siècle, qui était amoureuse de Suzanne, Sue, sa belle-sœur. Les indices qui alimentent cette théorie, parce que je suis pas vraiment convaincue, mais je vous les donne quand même. Les indices qui alimentent cette théorie, c'est que Emily Dickinson est née le 10 décembre.
et que Taylor a annoncé Evermore le 10 décembre, que Ivy c'est une piste 10 et que Emily Dickinson a un poème au sujet de Sue qui contient les mots Forevermore. Donc la chanson Ivy serait écrite du point de vue de Sue. Je suis pas convaincue et d'une certaine manière je me dis que c'est là où les Swifties sont très forts, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours donner des liens à des choses qui n'ont pas forcément des liens entre eux. Il y a plein de 10 partout, c'est forcément à propos de ça. Ouais, ça paraît léger comme indice quand même. Ouais. Il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont lié cette chanson aux rumeurs sur Gaylor. Quand elle a écrit cette chanson, à aucun moment la personne qui parle, la narratrice, elle mentionne le prénom de l'autre personne avec qui elle a une affaire. C'est-à-dire que on ne sait pas si c'est un he ou si c'est un she. Pour autant, si vous avez écouté notre épisode spécial sur TTPD, vous avez un petit peu regardé cette théorie de la piste 10 et vous comprendrez pourquoi, pour moi, la muse de cette chanson, elle n'est pas du tout liée à ces deux théories que je viens d'évoquer. À mon sens, ces deux théories n'ont pas trop de portée, globalement. Mais ce qu'on retient de cette chanson, c'est qu'on explore vraiment cette relation interdite qui fait revivre la narratrice dès la rencontre, comme si la connexion, elle était si forte que malgré les interdits de la situation de départ, à savoir c'est une femme mariée ou c'est une femme en couple, on ne sait pas vraiment, et malgré les conséquences que cette relation pourrait avoir s'ils étaient découverts. Une autre référence littéraire notable, quand elle dit "I meet you where the spirits meet the bone", c'est en fait une phrase tirée directement d'un poème de Miller Williams, Là où l'esprit rencontre les eaux, qui fait plutôt d'habitude allusion à la part plus profonde quand on rencontre une personne qui est son âme. Mais là, techniquement, moi je le comprends dans la version de Taylor en tout cas, à faire allusion au cimetière. Et d'ailleurs, elle en parle juste après, puisqu'elle fait écho à la veuve qui visite le cimetière. Elle parle d'un faith forgotten land, qui désigne un pays sans foi, un pays où il n'y a pas de foi religieuse, mais sans foi, ça veut aussi dire sans responsabilité. C'est une de mes chansons préférées sur Evermore. J'adore cette chanson. Je me reconnais pas du tout dans l'histoire qu'elle raconte. Pour autant, je la trouve musicalement assez incroyable. Elle a énormément de mélodies et ça se voit qu'elle a été travaillée et avec Aaron et avec Jack. Dans la chanson, il y a plein de morceaux de mélodies qui sont très très travaillés. Il y a une très belle guitare, il y a des très beaux chœurs derrière de Taylor. Enfin, c'est vraiment une très très belle chanson que j'adore. Mais tout ça pour dire qu'on a aussi plusieurs autres chants lexicaux qui s'affrontent. Évidemment, on a celui de la lumière. Je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode sur TTPD, mais la lumière, le cimetière et la guerre, c'est quand même des thèmes qu'on a beaucoup évoqués autour de TTPD. Pour moi, le lien, il est assez évident. Au début, on est sur une flamme qui est toute petite et puis après, on est sur un feu énorme, blaze in the dark, donc quelque chose qui illumine complètement la nuit. On parle aussi beaucoup de la mort, on parle beaucoup de la guerre, it's a war, it's a fight. Donc on est vraiment sur une chanson où l'amour qu'elle va porter à cette personne, cet amour interdit, c'est un vrai combat en fait. Deux phrases que j'aime beaucoup dans cette chanson, et c'est une idée qu'on a aussi beaucoup dans les chansons de Taylor Swift, où elle parle des... Alors c'est assez difficile à dire, je suis désolée. "The fatal flow that makes you long to be magnificently cursed". Qu'est-ce qui rend cette personne si mauvaise au vu de la société? Quel est le défaut fatal qui le rend si mal vu des autres? Est-ce qu'on parle de Taylor, qui pourrait être un lien encore avec la célébrité en disant bah voilà, en fait mon défaut fatal c'est que je vais être reconnue peu importe où je vais et que j'aurai jamais l'anonymat, ou est-ce que le défaut fatal ce serait un lien avec le bad boy? Enfin, vous savez qu'on adore les fun facts. Ivy en français c'est le lierre. Le lierre c'est une plante grimpante qui recouvre tout, qui symbolise ironiquement la fidélité et l'attachement. Donc quand à la fin de la chanson elle dit "I'm covered in you", c'est que les racines sont si fortes qu'elle a conquis tous ses rêves, toute sa vie et qu'elle est recouverte de cette personne qu'elle aime en secret. Donc ça, je trouve ça absolument incroyable. C'est beau, hein. Très beau. Et puis c'est pas le sujet de l'épisode, mais je vous invite à écouter ce pont de qualité. Il y a deux ponts, mais le deuxième, c'est mon préféré. C'est un de mes ponts préférés de Taylor Swift, vraiment. L'amour est destructeur. So yeah, it's a war, it's a goddamn fight of my life, and you started it. C'est toi qui as commencé tout ça. Donc l'amour, c'est bien un destructeur. L'amour, c'est aussi une guerre avec qu'elle mène aussi avec la société et les normes qui étaient en vigueur à ce moment-là. Ouais, c'est vraiment une belle chanson. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Et de toute façon, Evermore est clairement sous-cotée de manière générale. Les chansons sont extrêmement bien écrites, donc... Et les mélodies, oh là là, je trouve que les mélodies, elles sont encore beaucoup plus travaillées que sur Folklore. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, sur ce même album, je voulais quand même dire, puisqu'on balaye un peu les chansons qui parlent de la guerre, mention spéciale pour Long Story Short, où elle dit I had to pick my battles till my battles picked me. Et d'ailleurs, elle finit en disant I survived. Oui, c'est vrai. Et mention spéciale également pour Tolerate It,
que moi j'adore perso sur cet album, mais où elle dit I greet you with a battle hero's welcome, donc je t'accueille avec l'accueil qu'on réserve aux héros de guerre. Et encore une fois, je trouve que c'est assez parlant comme image. Et du coup, après, on passe à Midnight. Vous pouvez pas parler de L'amour est une guerre sans s'attarder un peu sur The Great War, parce que Évidemment. pour le coup, là, c'est extrêmement explicite. C'est probablement la chanson la plus emblématique pour illustrer ce qu'on essaie de dire depuis le début de cet épisode, parce que toute la chanson file la métaphore de la guerre. Ici, on parle d'un conflit au sein d'une relation qui serait du coup comparable à du coup ce qu'on appelle la Grande Guerre, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale. Alors, d'une part, faut quand même noter que c'est l'anglais britannique de dire de la Grande Guerre. The Great War. Les Américains diraient pas ça. Les Américains diraient la Première Guerre mondiale, World War One. Donc, le fait qu'elle utilise l'expression britannique, c'est pas anodin. Et moi, je reste persuadée que cette chanson, Une référence française aussi, on l'appelle pas comme ça? en fait, on le traduit comme ça, la Grande Guerre, mais nous, on dirait plutôt la Première Guerre mondiale, la guerre des tranchées, la guerre des poilus, tu vois, nous, on lui donne pas mal d'autres noms. Mais le fait de dire The Great War, c'est vraiment, en tout cas, dans le monde anglophone, c'est très britannique. Okay. Les Américains diraient pas ça du tout. Bon, vu le contexte de la chanson et la muse dont il est question, c'est parfaitement logique en tout cas, ça fait sens qu'elle utilise l'expression britannique. Moi, je reste persuadée que le conflit dont elle parle dans cette chanson, c'est le même conflit qu'elle évoquait dans Afterglow sur Lover. C'est pas le sujet de l'épisode, mais voilà. Moi, je pense que les deux chansons sont liées. Il y a beaucoup de liens entre les deux. Donc, dès la première ligne, elle est blessée, mais elle n'est pas blessée n'importe comment. Elle parle de ses phalanges qui sont aussi bleues que des violettes. Et donc, on ressort la carte Madame Chourave, puisque la violette, ça symbolise quoi? Plusieurs choses, mais notamment la fidélité, l'amour éternel. Donc, du coup, ça va être intéressant par la suite, parce qu'il va y avoir un vrai shift par rapport à ça dans la chanson. Dans le premier couplet, elle parle du fait de Took the Battle Underground. Donc, encore une fois, référence à la guerre des tranchées qui était du plus bas que le niveau du sol. Mais ce qui peut vouloir dire aussi ici qu'elle frappe bas, tu vois, dans le sens où soit elle fait des coups bas, soit elle choisit un peu la méthode passive-agressive plutôt que la confrontation directe, quoi. Ah ouais, tu penses pas qu'elle voudrait dire aussi qu'il se cache? Ah ouais, moi j'y crois pas du tout ça. Ok. En tout cas, par rapport à ce qu'elle dit dans la chanson, parce qu'en gros, tout le long de la chanson, elle dit quand même qu'en gros, toute cette bataille qu'ils sont en train de mener tous les deux, c'est à cause d'elle. Ah. Donc pour moi, je le vois plutôt comme le fait que dans le sens où aussi ce serait elle qui les aurait tirés vers le bas. Ok. Tu vois. Et après, du coup, elle parle de flash de la bataille qui lui reviennent par bribes, par flash. Donc là, on imagine très bien l'image du soldat traumatisé, PTSD, tout ce que tu veux. Et dans le refrain, elle parle de Crimson Clover, donc qui peut être du coup une référence à une chanson de 1968 de Tommy James and the Chandles qui s'appelait Crimson and Clover et qui était une chanson sur la guerre du Vietnam. Donc du coup, ça peut être un lien avec ça, mais surtout, le Crimson Clover, c'est aussi une fleur. Décidément, la botanique, aujourd'hui, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est le trèfle incarnat en français. Alors, je vous avoue, j'ai dû le googler. Franchement, j'en savais rien. Et pour le coup, c'est encore une fois une fleur qui symbolise l'amour, l'engagement et les promesses. Donc, en fait, on est quand même encore à ce moment-là de la chanson dans une relation où on sent que c'est une relation d'amour, c'est une relation forte, où ils se sont engagés l'un envers l'autre. Enfin, bon, c'est de l'eau, quoi. Tu vois, il n'y a pas un moment, appelons un chat un chat. Il n'y a pas d'autre relation qu'elle a eue avec autant d'engagement et autant de promesses. Dans le deuxième couplet, après, elle enchaîne en parlant du fait qu'il écrit des traités de paix. Donc, encore une fois, on comprend bien que lui, il est plutôt dans l'apaisement et que c'est du coup plutôt elle qui est dans la partie bataille. Elle parle de I drank my poison all alone. Donc, pour moi, ça peut être deux références différentes, une un peu plus fun que l'autre. Enfin, fun, si on peut dire, parce que ça reste quand même du poison. Mais pour moi, ça peut être une référence à Roméo et Juliette. Tu vois, le fait qu'il y a... on sait comment Roméo oui, le poison il n'y a pas de spoiler. À un moment, si vous savez pas comment Roméo et Juliette se finit, on n'y peut rien. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a plus l'habitude de faire qu'elle fasse référence à la scène du balcon que à la scène où il meurt, quoi. L'autre théorie que j'ai vue autour de cette chanson, que j'ai pas eu envie de creuser parce que franchement c'était trop dark, c'était une théorie sur la femme d'Hitler qui s'est suicidée avec du poison. Et du coup, dans le contexte de la guerre, ça aurait pu faire sens. Mais j'ai pas voulu aller sur ce chemin-là. Non, restons sur Roméo et Juliette, c'est pas plus mal. C'est bien Roméo et Juliette. Et elle évoque aussi dans ce couplet les larmes sur la lettre. Et donc là, on imagine très bien, tu vois, la veuve qui reçoit par le courrier la nouvelle de la mort de son compagnon. Enfin, tout ça, c'est que des images qu'on a tous dans notre imaginaire collectif de la guerre, en fait. Ensuite, on parle beaucoup des bombes. On comprend qu'elle a une approche assez violente de cette rupture, où manifestement son partenaire a une approche plus calme et plus de paix, avec des traités de paix, avec des mains tendues, alors qu'elle, elle est plutôt dans la confrontation.
Et c'est quelque chose qui va nous emmener vers le bridge, qui fait référence à plein d'autres chansons qui sont passées, qui sont pas forcément en lien avec la guerre, mais c'est toujours intéressant de le mentionner. Elle évoque un soldat à terre, qui est une phrase assez connue dans le langage de la guerre. On arrive ensuite dans un troisième couplet qui est hyper explicite, où elle parle carrément de planter un jardin commémoratif et de dire une prière solennelle et de mettre des coquelicots dans les cheveux. Donc là, concrètement, tout le monde est mort. Se mettre des coquelicots dans les cheveux, c'est une pratique assez britannique, quasiment exclusivement britannique d'ailleurs. Peut-être dans les pays du Commonwealth, on n'est peut-être pas assez rencardé là-dessus. On met des coquelicots à la boutonnière en hommage aux soldats qui viennent de faire la guerre. Ouais, ils ont une journée commémorative qui s'appelle Remembrance Day et où tout le monde porte des coquelicots, soit sur le chapeau, soit sur la boutonnière. Mais je crois que le Canada le fait aussi, donc en effet, ça doit être un truc du Commonwealth. Et après, elle dit There's no morning glory, it was war, it wasn't fair. Et donc, on a cette référence au morning glory qui est le liseron, encore une fleur, qui est aussi appelée la belle de jour. Mais bon, du coup, belle de jour, ça veut aussi dire autre chose pour nous en français, donc on va toujours dire liseron. Et là, pour le coup, c'est une fleur qui symbolise plutôt la consolation et le repos. Donc, quand elle dit There's no morning glory, c'est vraiment, il n'y a pas de consolation, il n'y a pas de repos, il n'y a pas d'issue, c'est mort. Sachant que le coquelicot, c'est un symbole de liberté. C'est pour ça que c'est associé au devoir de mémoire de la guerre. Intéressant, je fais le lien avec un épisode qui date un petit peu maintenant, mais qui était notre épisode sur l'astrologie et la mythologie, puisque le coquelicot était associé à Déméter. Oh, la déesse de la fertilité. Voilà, on vous laisse après connecter tous les points. Hein. Et j'en profite aussi pour dire que dans la vidéo YouTube qui est liée à la chanson The Great War, puisqu'il n'y a pas de clip, mais il y a une lyric vidéo, et bien tout le long de la vidéo, on voit un drapeau blanc qui est plutôt symbole de la paix. Ce qui est assez intéressant parce que quand on regarde avec le recul la manière dont ils se sont séparés, il n'y a pas eu de trash, ni l'un ni l'autre. Ils sont restés hyper respectueux l'un envers l'autre, même si lui aime pas trop qu'on lui pose des questions sur elle. À aucun moment, ou alors j'ai pas vu, il aurait très bien pu dire des mauvaises choses sur elle ou quoi que ce soit. Finalement, rien n'a transparu de leur rupture en fait. Donc on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors, on a plein d'idées, on a plein de réflexions, on a écouté ces chansons. C'est assez honorable aussi que cette chanson qui fait quand même l'image de leur relation se termine avec un drapeau blanc. Ouais, et en même temps, c'est vrai que je trouve ça très courageux de sa part à lui, parce qu'en fait, nous, on a la version de Taylor, même si elle dit pas explicitement pourquoi ils se sont séparés. Mine de rien, elle a écrit beaucoup de chansons, et à un moment, on arrive quand même à trouver des indices sur la raison de la rupture. Donc ça veut dire aussi qu'il lui a fait confiance jusqu'au bout, jusque dans la rupture, pour dire, je sais qu'elle va pas aller écrire des chansons où elle va laver notre linge sale en public, quoi. Mais moi, ce que je trouve terrible dans cette chanson, c'est que donc elle compare la relation, ou du moins cette étape de la relation, à la Première Guerre mondiale, The Great War. Sauf que nous, en tant qu'auditeurs, et elle aussi, en tant que personne normalement constituée qui connaît un peu l'histoire, elle sait qu'en fait, après la Première Guerre mondiale, il y a la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, elle fait le choix délibéré de dire qu'elle compare cette relation à la Première Guerre mondiale, alors qu'elle aurait pu très bien vouloir à ce moment-là comparer cette engueulade qu'ils ont eue, ou en tout cas ce passage un peu plus bas dans leur relation, à une Seconde Guerre mondiale qui, jusqu'à présent, tout fond du bois, n'a pas connu de suite. Après, peut-être que la première guerre mondiale, me semble-t-il, était la guerre la plus meurtrière jusqu'à présent. C'est peut-être aussi cette image-là qu'il faut retenir de cette relation, tu vois. Ouais, peut-être. Moi, je reste persuadée que c'est parce qu'en vrai, elle savait qu'en fait, ce serait pas la dernière, quoi. Peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. Encore une question qu'on va devoir lui poser. Ce qui nous amène ensuite sur Midnight, toujours. Enfin, c'est pas vraiment sur Midnight. On aimerait bien l'avoir un jour en matériel, mais peut-être qu'on l'aura. On ne sait pas. You're Losing Me, notamment dans le pont, où elle reprend cette métaphore de la bataille et de la guerre. And all I did was bleed as I tried to be the braver soldier fighting in only your army. Front lights, don't you ignore me. Bon, là, c'est assez explicite, hein, mais je pense que c'est une chanson qui mériterait peut-être une analyse dans un épisode dédié. Ouais, je suis d'accord. Mais donc, gardons cette chanson au chaud pour plus tard, mais en tout cas, il y avait clairement un lien entre The Great War et You're Losing Me, ça c'est clair, donc on ne pouvait pas ne pas le mentionner. Et ensuite, dans Titipidi, figurez-vous qu'il n'est pas question de la guerre, alors il est beaucoup question de la mort, donc ce sera un sujet pour plus tard, mais il n'est pas question de la guerre. Franchement, je me suis refait toutes les chansons, les 31 chansons, les unes après les autres, j'ai prêté très attention à ce qu'elle écrivait, et il n'y a pas de mention de la guerre. Alors, c'est pas vrai, il y a le mot guerre
dans Clara Bow, où elle dit Among War Machines, mais du coup, rien à voir. Mais en tout cas, il n'est pas du tout question de comparer une relation amoureuse à une guerre dans TTPD. On compare avec un cimetière, mais pas avec un champ de bataille. Si vraiment vous n'avez pas encore écouté cet épisode, on sait qu'il est assez costaud à digérer, mais pour autant, il fait très bien le point, je trouve, sur quelle est l'essence de TTPD et de quoi on va parler. Ouais. Et enfin, avec la sortie récente de The Life of a Showgirl, l'amour est partout sur cet album, ou en tout cas une grosse partie de l'album, on va pas se le cacher. Mais l'amour n'est pas une guerre, et ça fait du bien aussi d'avoir un peu de joie associée à l'amour, et on s'en réjouit. En tout cas, on a fait le tour de ça, de l'amour est une guerre dans la discographie de Taylor. Ce qu'on voulait dire, en tout cas aujourd'hui à travers cet épisode, c'était de montrer voilà comment elle peut utiliser des images très graphiques, très réelles pour parler d'émotions qui sont par définition intangibles et donc pas faciles à attraper. Et surtout montrer que en fait ça c'est quelque chose qui est présent tout au long de sa discographie. Et donc c'est intéressant de voir la manière dont ça a évolué au fil du temps. Ça a pris en maturité aussi, je pense, au fur et à mesure de sa carrière. Oui, Taylor, elle le dit souvent, elle écrit sur sa vie et sur ses relations. Dans les relations, il y a souvent de l'amour. Une des facettes de l'amour aussi, c'est de se rendre compte que l'amour est un combat. Et donc, voilà, on a essayé de faire le tour de toutes ces références dans sa discographie parce qu'il y en avait quand même beaucoup aujourd'hui. Ouais. On espère que ça vous a plu. Il y a d'autres thèmes probablement qu'on abordera autour de la relation amoureuse, parce que mine de rien, la relation amoureuse, c'est un thème qui est central dans sa discographie. Donc on prendra certainement le temps de faire des épisodes autour de l'amour est autre chose qu'une guerre. On a plein d'idées là-dessus, on est aussi preneur des vôtres parce qu'on attend, notre but aussi c'est que ce soit interactif et qu'on fasse des épisodes qui vous intéressent et qui vous plaisent. Donc n'hésitez pas à nous dire, mais on a déjà plein d'idées, on n'est pas inquiète, mais on est preneuse aussi de ce que vous avez envie d'entendre. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, Honorine? Écoute, en ce moment, j'écoute une chanson qui date pas d'hier. Ah, tu as le droit. Qui date de je sais pas quand d'ailleurs, mais franchement, vu la cover de l'album, la nana sort tout droit des années 80, je pense. Mais c'est une chanson qui s'appelle Independence Day de Martina McBride. Ok. Écoute, j'en ai entendu une cover d'une nana sur Instagram, j'ai trouvé la chanson assez cool. Après, en fait, je crois que quand tu creuses, en vrai, le sujet est pas très fun, mais la chanson est très sympa. Et voilà, et du coup, j'écoute pas mal ça en ce moment. Et toi? Moi, j'ai vu, là, je te l'ai envoyé, je crois que c'était hier ou quelque chose comme ça. Marcus Mumford, c'est le chanteur du groupe Mumford and Sons. Et ils sont en tournée actuellement. Et ils ont fait une reprise guitare-voix de Cowboy Like Me de Taylor. Et c'est pas ça que j'écoute. Mais par contre, j'écoute en boucle une de leurs chansons que j'adore, qui s'appelle Woman, qui est très très belle. J'adore l'intensité de sa voix. On a l'impression qu'il est en train de nous susurrer des mots à l'oreille. Là, c'est très très doux. Et j'adore aussi ces accords de guitare là, qui je trouve font voyager. Enfin, moi qui m'emmènent ailleurs. Donc c'est tout ma cam. Marcus Mumford était venu chanter Cowboy Like Me avec Taylor sur la scène de la Resto. Donc très cool. Voilà, je les aime beaucoup. Trop bien. Bonne journée à tout le monde. À bientôt. À très bientôt. Ciao. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.